Dimitri Pavlenko. 8h40 sur Europe 1. Il s'en va, sa lettre d'émission est prête, écrite dans un style simple à son image. Jean Castex s'apprête à quitter Matignon. Il a hâte d'aller repeindre sa rambarde et ses volets, raconte-t-il dans Le Parisien. Oui, enfin, peut-être qu'il a d'autres ambitions, le Premier ministre. Alors après, c'est compliqué, j'ai découvert, de se recaser quand on est Premier ministre. Les agences gouvernementales, ce genre de choses, quand on a été Premier ministre, qu'on les a chapeautées, on n'a pas le droit. Il y a une règle d'empêchement. Voilà un petit peu pour les détails pratiques. On aura un mot aussi des noms qui circulent. Pour lui succéder à Matignon, faut-il une femme à tout prix à Matignon? C'est intéressant, cette obsession autour du sexe du ou de la locataire de Matignon. On aura un petit mot aussi de ce qui se passe actuellement à gauche, et puis on parlera assez longuement du Burkini avec ce vote sous haute tension cet après-midi à Grenoble. On s'intéressera notamment à cette alliance citoyenne, ce collectif grenoblois qui est à l'origine de la querelle du jour. 8h41, je vous remercie d'accueillir Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Alors le sexe des anges, en tout cas l'ange de Matignon, du Premier ministre qui succéderait à Jean Castex. C'est assez intéressant de voir cette condition qui semble désormais incontournable. Il faut que ce soit une femme. Qu'est-ce que ça vous inspire, Guylaine? Moi, ce qui me gêne, ça fait quand même 3 semaines qu'on attend, qu'on ne sait pas très bien quelle va être l'orientation d'Emmanuel Macron, même si on sait que l'écologie... c'est ce que disait François-Xavier Bellamy. Quelle politique aura une place importante. La condition des femmes est encore une cause, comme lors du premier quinquennat. On a quelques pistes, mais bon, c'est vrai qu'on on se demande toujours si ça va s'orienter plutôt vers le social ou plutôt vers un peu plus de rigueur. Voilà, on s'interroge. Et voilà, on attend et on nous dit attention, j'avais le grand nouveau, parce que c'est un nouveau mandat, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau président. Un nouveau peuple ça aussi. Ça va être une femme, vous vous rendez compte? On en est là, quoi. Je veux dire, pour cacher l'impossibilité de donner un nom à sa nouvelle politique, il lui donne le nom de femme. C'est-à-dire que vraiment, on cache le fait qu'il n'y a pas une vraie orientation en disant, moi, c'est juste une femme. Voilà, moi, ça me gêne parce qu'une femme, je suis très bien. C'est vrai qu'il faut en finir avec cette malédiction de Matignon qui a pesé avec Édith Cresson et que c'est normal qu'une femme puisse occuper ce job, un jour qu'elle puisse occuper aussi celui de poste de président de la 5e République, qui est entre guillemets une république très machiste dans sa nature, parce qu'elle est virile, c'est le combat d'homme à homme, elle est très difficile pour les femmes. Mais voilà, juste résumer ça au fait que ça va être une femme. Voilà. La nature du pouvoir, dites-vous, en France, le pouvoir présidentiel est un handicap pour les femmes. Je voudrais bien demander à Charlotte Dornelas ce qu'elle en pense. Non, je trouve intéressant cette lecture que fait Guylaine Ottenheimer d'un combat politique qui défavoriserait par nature la candidature d'une femme. Non mais je sais pas, dans la phrase, alors ça mériterait peut-être précision, mais si c'est un milieu très viril et que par conséquent c'est machiste, c'est un peu désespérant à la base, quoi, parce que ce qui est viril n'est pas nécessairement machiste, me semble-t-il. C'est simplement que c'est différent. Et oui, c'est un milieu extrêmement masculin. Depuis longtemps, et donc par conséquent, étant donné que nous sommes différents même dans notre manière d'aborder le pouvoir de manière générale, évidemment vous avez des femmes qui sont beaucoup plus viriles dans leur approche du pouvoir que certains hommes, mais globalement il y a une question de différence par rapport à ce milieu-là. Et en effet, quand il y a un combat qui est très viril, les femmes sont désavantagées naturellement. Maintenant le sujet depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sujet qu'on a par ailleurs en permanence sur tous les sujets et sur tous les postes, donc aussi celui de Premier ministre, de savoir est-ce que ça va être une femme, comme si être une femme était la qualité première nécessaire dans les temps actuels pour être un bon Premier ministre. Je trouve ça insupportable, parce que d'abord la question de la représentativité, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent sur même les représentativités de manière générale. Je me sens pas spécialement représentée par une femme parce que c'est une femme, mais parce qu'elle porte mes idées potentiellement, ce que peut parfaitement faire un homme aussi. Guylaine, vous souhaitez juste une petite précision sur la virilité de la 5e République. En fait, on rejoue la monarchie en élisant un homme unique au-dessus de tout le monde, qui est le président de tous, alors qu'en fait, il appartient quand même à un camp. On rejoue la monarchie, et la monarchie en France, je ne sais pas si vous savez, mais les femmes ne peuvent pas être reines.
Hein. En vertu de la loi Salic. Voilà. Et le sceptre, ça n'a pas toujours été le cas, dans le mais... subconscient. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est très important dans le subconscient de tous les citoyens. Mais même dans les petites filles qui naissent aujourd'hui, qui se disent un jour je vais porter le sceptre. Je veux dire, c'est quelque chose qui pèse quand même. Si, j'ai fait un livre très intéressant avec Geneviève Fraisse et Roselyne Bachelot sur ça, sur les hommes et les femmes en politique. Et ça pèse. Regardez les démocraties du Nord, où les femmes sont reines. Ça donne une image complètement différente du pouvoir. Voilà. Maintenant, on peut ne pas adhérer, mais je pense que c'est un élément important. Vous rajoutez ça, l'énarchie, la technostructure, la 5e République, la verticalité. Les femmes, elles sont quand même plus aptes à une forme de dialogue, de coopération. Voilà, elles ont l'esprit un petit peu moins... Oui, une forme de rigidité. Bon, alors mon bonhomme Louis Dragnel, vous êtes moi je partage pas du tout. Vous êtes un homme. Il y a plein de contre-exemples à ce que vous dites. Christine Lagarde, par exemple, personne ne s'est posé la question de son sexe. Non, mais elle était excellent ministre de l'économie et des finances. Mais je parle de l'élection président République. Mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je fais pas le lien entre la monarchie républicaine et le fait que les femmes seraient disqualifiées de facto. J'ai pas dit disqualifiées, j'ai dit dans l'inconscient, c'est difficile d'y accéder. S'imagine pas porter le sceptre. Donnez-moi le nom d'une femme qui était élue aux plus hautes fonctions et qui n'a pas flanché devant cet obstacle. C'est pas nécessairement sur des questions. Puis surtout, juste une parenthèse, mais c'est pas spécialement pour des questions sexuelles. Me semble-t-il que depuis les 2 dernières élections, on avait une femme au second tour. Je crois pas qu'elle ait été éliminée par tout le système précisément parce que c'était une femme. C'est une des rares exceptions. C'est une des rares exceptions et elle a effectivement un caractère d'acier. Oui. Mais après, je pense que par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc cette espèce d'interminable attente pour les journalistes politiques, parce que je suis persuadé que les Français sont largement indifférents à tout ça. Ça nous passionne essentiellement, nous. Mais je pense qu'à la fin, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers ministres d'Emmanuel Macron, je pense à Édouard Philippe, je pense également à Jean Castex, donc qui est le Premier ministre sortant, sur le départ. On leur demandait une chose, c'est d'exécuter, d'appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Donc à la limite, quel que soit un peu le sexe ou même la sensibilité, je crois vraiment que ce qui compte, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron a en tête, qu'est-ce qu'il veut faire. Après, il y aura un indicateur. Voilà, un indicateur, c'est est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est issu de la droite ou de la gauche. Et ça, pour le coup, c'est un signal politique qu'Emmanuel Macron va vouloir adresser aux Français. Voilà. Effectivement, vous avez raison. Alors, à propos de femmes, vous allez voir la transition bien lourdingue. Auront-elles le droit d'aller se baigner à la piscine à Grenoble, vêtues d'un burkini? Vote sous haute tension cet après-midi au conseil municipal de Grenoble. Il y aura des manifestations au même moment sous les fenêtres de la mairie. Le maire de la ville, Éric Piolle, vous le savez, se prononce en faveur d'une modification du règlement intérieur des piscines qui aboutirait à autoriser ce maillot de bain islamique. Avant d'en discuter, je vous propose de réentendre Éric Piolle. Il était hier midi sur Europe 1, l'invité de Thierry Dagiral. La seule chose qui se fixe à la piscine, c'est l'hygiène et la sécurité. Sinon, c'est le même statut que la rue. Donc, comme vous allez faire, même quand vous tenez un bureau de vote, vous pouvez tenir un bureau de vote voilé, vous pouvez tenir un bureau de vote avec une croix, vous pouvez tenir un bureau de vote avec une kippa. En fait, vous faites ce que vous voulez. C'est l'État qui est neutre. Pour nous, c'est un non-sujet, en fait. On change le règlement des piscines dans lequel a été introduit des dispositions discriminantes il y a 10 ans, c'est pas vieux. On les enlève parce qu'on peut le faire, ça coûte rien. Et c'est l'universalisme auquel je suis très attaché, l'accessibilité à tous du service public. Alors voilà, Éric Piolle qui dit tout et son contraire dans cette phrase, puisque à l'entendre, le burkini est un non-sujet, mais il fallait défaire des discriminations entérinées par la loi il y a une dizaine d'années. Quel est ce combat qu'il mène, Éric Piolle c'est clairement un combat de fracturation de la société, et puis c'est un combat pour faire plaisir aux islamistes. Je pense que c'est extrêmement clair. Contrairement à tout ce qu'il dit, il invoque effectivement la liberté de se vêtir. Enfin, honnêtement, c'est un peu du grand n'importe quoi. L'hygiène à la piscine. Et en même également. temps, il invoque aussi la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Donc, il y a bien un motif religieux dans la décision qu'il s'apprête à prendre. Moi, si vous voulez, on pourrait minimiser un peu ce sujet en se disant bon, après tout, c'est pas si grave que ça, c'est juste une piscine. Mais honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. Même quand on regarde les faits, il propose en fait la liberté donc pour les femmes de porter un burkini et celles qui le souhaitent aussi de pouvoir se baigner les seins nus. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais entendu parler de revendication de femmes qui souhaitent se baigner les seins nus. Mais quand on regarde ensuite, quand on essaie d'imaginer la situation,
c'est totalement absurde. C'est-à-dire que, en fait, il se couvre de cette sorte de paravent d'universalisme qui est en fait une vraie restriction de liberté. Parce que dans les faits, vous imaginez-vous des femmes portant le burkini se baigner à côté de femmes avec les seins nus ou inversement. Enfin, honnêtement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Peut-être pas aux mêmes heures. Et je me réjouis juste d'une chose, c'est que le préfet s'est dit prêt à saisir le tribunal administratif à la demande de Gérald Darmanin, et donc ça se traduirait par un référé laïcité, puisque c'est introduit par la loi séparatisme, absolument. Voilà. Et donc pour éviter de céder, je cite, à des revendications communautaristes. Donc selon l'État, ce sont bien des revendications communautaristes, et donc c'est absolument pas une question de liberté de se vêtir. Kylian Ottenheimer, ce geste politique d'Éric Piolle, que symbolise-t-il selon vous ? C'est une provoque. Oui. Je suis d'accord, il y a une volonté de fracturer un peu la société. Moi, je trouve qu'on en fait aussi quand même un peu des tonnes, mais bon, voilà, la France s'enflamme pour tous ces sujets. Je rappelle que Rennes le fait depuis 2018, sans que ça ait suscité autant de pression. Et en réalité, les piscines où ça a été autorisé, je crois qu'il y en a 2 ou 3, il y a 1 ou 2 femmes qui viennent en burkini. Bon, j'ai envie de dire, elles veulent vivre comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de piscine. Bon, voilà, elles peuvent se payer de piscine. Non, mais je veux dire, on ne peut pas tout avoir, la modernité. Non, mais ça peut gêner les autres personnes qui sont dans... Parce que, à chaque fois, mais je termine. Laissez Guylaine parler. On nous dessine un raz-de-marée avec des piscines pleines de femmes voilées, et puis la pauvre petite fille française qui arrive avec ses seins nus, qui n'arrivera pas à se frayer une place dans cet univers absolument dantesque, etc. Je suis d'accord qu'il faut mettre un paravent, il faut stopper les demandes communautaristes et ne pas les laisser s'installer. C'est ce qu'on a fait avec le voile à l'école, c'était une bonne loi, et je pense qu'il y a un certain moment, il faut dire stop. Et Piolle, là, fait évidemment une provocation. Il a clairement fait le choix du vote musulman, comme d'ailleurs Mélenchon. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, je vous lis des témoignages extraits d'un article du Monde consacré à cette question, je trouve très intéressant. Une femme s'émeut à Grenoble de la décision qui est imminente. Elle dit, cette femme, nos mères se battaient pour brûler leur soutien-gorge, maintenant on se bat pour pouvoir se vêtir comme les Afghanes. Et un autre dit, un opposant à Éric Piolle dit, il est là pour draguer l'électorat musulman, il est dans une posture nationale, il se place pour la suite après l'échec de Yannick Jadot à la présidentielle. Charlotte Dornelas. Alors, je ne sais pas quelles sont les ambitions personnelles, on va dire, d'Éric Piolle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a d'un côté la naïveté et de l'autre côté le militantisme politique qui, ensemble, alors je ne sais pas si Éric Piolle a parfaitement conscience de ce qu'il fait ou s'il est dans une forme de naïveté. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais au plus profond de lui, j'en sais rien, je sais pas, je ne le connais pas. La seule chose, c'est que derrière, il faut voir, vous évoquiez tout à l'heure la question de la présence d'Alliance Citoyenne, cette association qui est très présente à la mairie de Grenoble et qui milite en l'occurrence sur la question du burkini, mais dont on avait déjà entendu parler avec le mouvement des hijabeuses sur les terrains de sport, qui avait quand même à l'époque reconstitué sur les réseaux sociaux une équipe soi-disant de foot avec des filles qui n'avaient jamais joué au foot de leur vie. Donc c'est du pur militantisme pour imposer un sujet. Cette alliance citoyenne, en l'occurrence à Grenoble, reçoit, parce qu'il faut toujours voir d'où vient le financement pour comprendre un peu ce qui se passe, 60 000 € de la Commission européenne pour cette alliance citoyenne qui a donc ce genre de combat, 60 000 € que Gérald Darmanin, en l'occurrence ministre de l'Intérieur, a tenté de bloquer en vain. Ensuite, il y a 150 000 € qui viennent de la Fondation de l'Abbé Pierre, fléchés sur la question du mal logement, qui était initialement un sujet de cette alliance citoyenne, et 150 000 € de l'Open Society de George Soros, le milliardaire américain. Alors lui, c'est dans son programme, j'ai écrit égalité et antidiscrimination. Alors là, c'est beaucoup plus clair. C'est évidemment l'imposition, et les Américains, plusieurs, on va dire, associations américaines font ça très bien. Ils imposent un modèle multiculturel par le biais de certains militants pour du casser, community organizing, ça veut dire, casser le modèle français qui est extrêmement particulier, qui est celui initialement de l'assimilation. Et quand on entend Éric Piolle, le plus magnifique, même par rapport à l'histoire de sa famille politique, c'est-à-dire de la gauche, quand on l'entend revendiquer l'universalisme par le biais de chacun fait ce qu'il veut, c'est inouï. L'universalisme, initialement, même chez les Lumières, c'était l'idée qu'on avait identifié des valeurs qui étaient universelles à tous les hommes et qui étaient donc bonnes pour tous. C'était pas chacun fait ce qu'il veut, et donc c'est universel, sinon la France n'existe plus. En tout cas, moi, dans ce débat, je me dis que monsieur, madame, tout le monde qui suit pas ces questions ou de loin, n'y comprend plus rien à ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est j'interdis le burkini, ou au contraire, je l'autorise? En principe, la Constitution n'a aucune raison d'empêcher une femme de se baigner en burkini dans une plage. Je veux dire, ni de se baigner tout nu, ni de se baigner en pantalon, etc. C'est toute la difficulté. D'un côté, on a, nous, inscrit
inscrit On a un texte de loi qui des valeurs. l'autorise. Et il y a des militants qui avancent cachés pour imposer un nouveau mode de vie. Oui. Mais ce que je veux dire, on pourra enlever tous les burkinis de la terre, on pourra enlever tous les voiles de la terre. Derrière la réalité, c'est qu'il y a une population qui n'est pas du tout intégrée, qui n'a pas accepté nos valeurs, qui s'est figée dans un communautarisme, qu'on l'a laissé bien souvent aux mains des imams dans les banlieues dont on ne s'occupait pas. Oui. Et ça, c'est le vrai problème. Oui, c'est l'éducation, c'est l'organisation territoriale de ces communautés. Bon, alors maintenant, on peut enlever tous les signes d'affichage, mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Là où vous avez raison, c'est que c'est la conséquence effectivement du constat que vous faites. Non, s'agissant de la laïcité, il faut quand même rappeler que le concept de la laïcité aussi a été fait contre l'Église catholique à l'époque. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de rééquilibrage qui est en train d'être fait parce que les gens voient bien que la menace, c'est pas les catholiques. Aujourd'hui, c'est l'islam radical. Et donc il y a eu cette loi contre le séparatisme qui a été mise en place, qui a été votée et qui va être brandie pour contredire une loi autorisant le burkini il y a quelques années. Mais qui contient un certain nombre de limites en fait, parce que il y a une chose à laquelle on peut pas toucher, c'est la dimension culturelle des religions. Et dès lors que vous avez des oppositions culturelles très fortes, d'un côté l'islam et le catholicisme, nous on est empreint culturellement du catholicisme. Et donc la culture musulmane vient forcément heurter, pas forcément pour des motifs religieux, tout ce qu'on est. Je termine simplement d'un mot. Moi, si vous voulez, l'illustration pour moi de toute cette hypocrisie, c'est que les mêmes qui pleurent avec des larmes de crocodile pour les petites filles afghanes qui sont obligées de revêtir le voile à nouveau en Afghanistan, sont les mêmes aujourd'hui qui, au nom de la liberté, défendent le port du burkini à Grenoble. Et c'est quelque chose qui est complètement sidérant, stupéfiant. Merci à tous les trois. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef H-Talent, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonne journée, à lundi prochain. Bonne journée. 8h56.